Je vous souhaite donc la bienvenue sur ce webinaire qualité. Donc, au nom du Comité régional du tourisme d'Occitanie, nous en sommes au combien de webcals, Audrey? Si je ne dis pas d'erreur, le 12e. Le 12e, c'est ça. Hein. Donc, des rendez-vous mensuels qui vraiment vous apportent une valeur ajoutée, que vous soyez office de tourisme, que vous soyez professionnel. Vraiment, on a toujours un taux de participation et surtout sur les replays. C'est vraiment un outil qui vous est facilitateur et qui vous permet d'optimiser votre engagement et votre suivi dans la démarche qualité. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, un format un peu différent en ce sens où déjà, vous voyez, on est nombreux à l'écran et c'est davantage des témoignages qui seront restitués par rapport à la qualité, bien plus qu'un taux de conformité. La qualité, donc aujourd'hui, un outil de performance. Donc, des témoignages d'office de tourisme, mais également de professionnels donc, qui vont bien évidemment se présenter. Et donc, je laisse la main à Audrey qui va manager ce webcam comme d'habitude avec une main de maître. Donc, je te laisse la main, Audrey. Allez, effectivement, bonjour à tous. Alors, manager le webcam d'une main de maître, je vais surtout laisser la parole à nos témoins, parce que c'est quand même ça pour aujourd'hui qui va être pour nous important. Donc, comme d'habitude, je vous partage l'écran. Donc, en effet, un 12e webcam. Alors, si je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, mais malgré tout, ça commence effectivement à faire. C'est très intéressant de voir que ça maintient. Et puis, donc, en effet, aujourd'hui, on va vraiment être sur la qualité, mais l'idée, c'est que même si nous sommes tous, et vous l'êtes d'autant plus, bien conscients qu'aujourd'hui, l'enjeu du résultat, il est bien réel et obtenir un taux de conformité de 85%, c'est quand même un objectif pour chacun d'entre vous au niveau des offices de tourisme engagés. Cependant, il arrive aussi que l'audit ne soit que peu concluant ou fasse apparaître un certain nombre d'écarts et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où nous, c'est intéressant de nous arrêter et d'identifier avec des offices de tourisme témoins aujourd'hui un peu comment est-ce qu'on gère finalement les échecs, comment est-ce qu'on gère les réussites, comment on rebondit et comment on se sert finalement de cet outil qui est cet audit client mystère pour gagner en performance au sein de nos entreprises, au sein des offices de tourisme. Et puis, c'est vrai que l'idée, elle est aussi de se dire, plutôt que de penser parfois à l'auditeur, parce qu'on ne travaille pas, on ne concourt pas à l'amélioration continue, à des démarches de progrès pour un auditeur, on le fait surtout et avant tout pour la satisfaction à la fois en interne de nos équipes, de nos collaborateurs, puisque tout le monde est satisfait quand le travail est correctement accompli, et on le fait aussi bien évidemment et avant tout pour nos clients, pour faire en sorte que lorsqu'ils viennent sur nos destinations, qu'ils soient satisfaits de l'accueil qu'on leur a réservé, mais aussi des bons tuyaux qu'on leur aura communiqués, des conseils qu'on aura formulés, de l'attente qu'on aura pu avoir. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus être sur cette notion de l'outil de performance qui est l'audit, plutôt que d'en faire un élément de stress, un élément anxiogène ou un travail exclusif pour l'auditeur. Faisons-en vraiment un outil de performance en interne. Et pour ça, nous remercions vraiment l'Office de tourisme de Toulouse Attractivité, mais aussi l'Office de tourisme de Nîmes, qui ont accepté de manière proactive d'être présents avec nous et donc en effet de faire une présentation un petit peu et un retour d'expérience. Donc, pour l'Office de tourisme de Toulouse, ils se présenteront, vous les voyez à l'écran, nous avons Carole, Florian et Nathalie, un vrai trio qualité installé dans le donjon en plein cœur de Toulouse, qui vont vous faire un retour d'expérience. Nous aurons pour Nîmes, et j'espère assez rapidement, Nathalie, effectivement, qui va trouver moyen de se connecter, je n'en doute pas. Et puis, nous avons effectivement la chance aujourd'hui aussi d'avoir un professionnel, donc Monsieur Chalvidal, qui est le directeur de la maison Albor Hôtel, qui est un très très bel hôtel à Nîmes d'ailleurs. Il nous a mis en fond d'écran, en effet, je crois que c'est la vue du lobby, si je ne dis pas d'erreur. Mon micro est ouvert. Okay. Ah, Nathalie a pu se connecter, c'est parfait. Bienvenue Nathalie. Super, voilà. Et qui va surtout nous parler d'un métier qui est vraiment spécifique à l'hôtellerie et principalement même à l'hôtellerie de luxe, qui est le métier de concierge. Il était important dans le cadre de ce retour d'expérience aussi sur un outil de performance de faire du lien au niveau des destinations entre le métier aujourd'hui d'un concierge dans un établissement de luxe, mais également le métier de conseiller en séjour et de voir un peu ensemble les parallèles. Donc, il a accepté à son retour de congé un petit peu de bon matin d'être avec nous et on le remercie chaleureusement.
Je vais vous proposer bien évidemment tout de suite de commencer par le retour d'expérience de Toulouse. Alors Toulouse va vous présenter un petit peu déjà qui ils sont, comment ça s'est passé pour eux, leur organisation en interne au niveau de la qualité, comment ça s'est passé. Et puis, on ira avec eux sur quelques petites questions spécifiques. Je vais donc arrêter mon partage d'écran pour donner la main donc à Nathalie, Florian et Carole. Et puis, je vous laisse bien sûr vous présenter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florian Seguino, responsable et référent qualité du service accueil de l'Office de tourisme de Toulouse Métropole. Est-ce que vous voyez le support actuellement ou pas du tout? C'est bon? Ok, super. Donc, je suis accompagné de Nathalie et Carole qui vont se présenter. Carole, tu veux commencer? Vas-y. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis Nathalie Cassado, je suis coordinatrice du service accueil et animatrice qualité dans l'équipe accueil également au Donjon du Capitole. Et donc, moi, je suis Carole, je suis responsable qualité avec une équipe au donjon avec Florian et Nathalie. Alors, on travaille vraiment tous les trois en lien très, très fort. Et on a aussi une partie d'une équipe qualité avec 3 autres référents dans d'autres services, puisque on balaye le référentiel dans sa généralité avec, bien sûr, on est en tout 6 personnes à être impliquées dans cette démarche. On va passer du coup sur la genèse de la marque Qualité Tourisme, donc les dates clés. Donc Carole, qui était auparavant responsable aussi du service accueil, voilà, donc était à l'initiative aussi de la démarche qualité AFNOR. Donc je te laisse la parole, Carole. Oui, alors en effet, on est engagé en démarche qualité. Nous, depuis fin 99, on a vraiment commencé cette démarche en 2000, au départ avec AFNOR. On est bien sûr passé sur Qualité Tourisme en 2014 et on a validé, on a fait un audit de renouvellement en 2017 avec Alexia Mercorelli, avec un audit qui a été très très complet, qui nous a beaucoup appris parce qu'en fait on a vraiment passé un cap à partir de 2017. Et effectivement, ensuite, on a validé l'audit en 2018 avec des actions correctives qu'on avait à mener sur tout qui concernait les ressources de l'accueil. Ça a été notre point noir en 2018. Et là, depuis ce temps-là, on travaille vraiment au quotidien sur la qualité. On vous en parlera après avec des accompagnements, des audits internes, des audits croisés. Et on a validé notre dernier audit l'année dernière, au mois d'avril, en plein confinement. On a fait un audit en physique avec un OT fermé et on a validé cet audit à plus de 95%. Tout ça pour vous dire que c'est le fruit de 20 ans de travail, vraiment sur ces problématiques qualité. On remercie évidemment Élodie et Véronique parce qu'en fait, sans elles, on n'aurait jamais réussi à arriver à atteindre aussi ce niveau de performance. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Ce n'est pas une seule personne qui est responsable qualité et qui fait le job 2 semaines avant l'audit. Non, on vous en parlera après, c'est vraiment de longue haleine. Je rajouterai juste en date clé du coup le réaménagement de l'espace d'accueil de l'Office de tourisme qui date du coup de mars 2020. Donc là, vous pouvez voir quelques photos. On vous invite à venir nous voir. Vous avez du coup des écrans push commerciaux. On a 8 scénarios avec un mur d'images, avec un mapping, photobooth pour les enfants, du coup borne tactile, table. Donc ça, c'est vraiment l'évolution aussi de l'usage du métier de conseiller en séjour par rapport à l'attente des visiteurs. Voilà, donc en tout cas, ça colle à tout un ensemble de critères de la marque Qualité Tourisme aussi. Ok, donc comment vous êtes préparé un petit peu à ce passage de l'audit finalement client mystère, vu que c'est un des points sur lesquels aujourd'hui on souhaite avoir votre témoignage? Alors, hop. Voilà. Alors, l'audit client mystère, évidemment, nous a stressés. Ça aussi, Florian et Nathalie vous en parleront mieux que moi.
Ce que l'on fait et qu'on essaye de faire depuis des années, c'est qu'on oublie que nous sommes salariés de l'office et nous nous mettons dans la peau de nos clients. Et ça, c'est vraiment la chose prioritaire que l'on a faite pour préparer cet audit mystère qui est tombé en pleine saison touristique et même plus qu'en pleine saison touristique, en fin d'été, ce qui fait que on avait des équipes qui étaient quand même assez fatiguées. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé de préparer au mieux nos équipes, justement en faisant des audits internes pour éventuellement anticiper ce qu'un auditeur aurait pu trouver à redire. Donc évidemment, comme toute préparation d'audit, on a déjà repris tout ce que l'on avait fait auparavant et notamment nos tableaux d'action corrective. On a essayé de voir où est-ce qu'on en était et quelle est la marge de progression que l'on pouvait attendre de nous et de nos équipes. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup échantillonné. On s'est encore une fois mis énormément à la place de nos clients, de leurs demandes et de leurs attentes. Et on a, Florian a fait un gros travail de suivi d'équipe avec un rappel perpétuel des règles de base qui sont souvent oubliées parce qu'on va aller se concentrer sur d'autres choses et on va oublier vraiment la base du travail. Et cela a amené évidemment des réflexions, des actions, notamment de formation, de suivi, de compréhension, etc. Quand vous dites se mettre à la place du client, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour vous mettre à la place du client? On a été sur le site, on a fait des demandes comme si on voulait visiter Toulouse. On a essayé de saisir ce qui pouvait faire la personnalité de notre ville. Pourquoi on allait choisir Toulouse et pas Bordeaux, pas Montpellier, pas Marseille. Et on a essayé de poser des questions avec des attentes qui étaient peut-être un peu plus poussées que des questions générales. On a essayé de pousser un peu nos équipes, je dirais presque aux limites, c'est-à-dire vraiment trouver ce qui va faire la spécificité d'un musée, pourquoi il faut faire cette balade, encore une fois, pourquoi il faut venir à Toulouse, qu'est-ce qui fait que notre ville, en fait, est à part. On a essayé de voir si nos équipes pouvaient faire passer aussi ces sentiments d'attachement à leur territoire. On a essayé de voir autant à l'oral qu'à l'écrit. On a aussi beaucoup travaillé la sémantique, beaucoup travaillé l'écrit. Et c'est aussi comme ça, c'est en lisant les réponses que l'on s'est rendu compte des marges de progression qu'on avait. D'accord. C'est vrai que si je peux me permettre, Carole, du coup, on a travaillé effectivement cette partie-là. Et c'est arrivé dans la deuxième phase. C'est-à-dire que on a eu le premier audit au mois de septembre. Il est vrai qu'on a eu des alertes, en fait, pour ne rien vous cacher, de l'auditeur par rapport au fait que le côté au call center, retranscription téléphonique, le questionnement n'était peut-être pas assez poussé, l'élargissement du coup qui allait de soi. Et puis, il est vrai, la personnalisation aussi des échanges modèle type pour un soft. Donc là, avec ce point d'alerte-là, on allait effectivement sur l'audit complet en 2021. Donc, on a décidé de mettre en place une politique de formation collective, mais aussi individuelle avec un cabinet extérieur. Et ça a été un besoin et l'équipe, en tout cas, a fortement apprécié. Donc, on a été sur une formation de coach de destination très pratico-pratique avec du coup des ateliers, des exercices aussi sur comment rédiger, comment essayer de se mettre à la place du client, comment retranscrire un discours positif pour du coup se démarquer des autres destinations. Voilà, les acquis étaient là, mais du coup, l'évolution étant telle, il fallait effectivement que l'équipe puisse suivre ce type de formation-là. Avec ces objectifs individuels aussi, ça a permis, avec des testings téléphoniques, que l'équipe entende aussi et puisse en fait travailler sur ces axes-là. D'accord. Donc, quand même toute une préparation en amont,
sur des principes d'auto-évaluation. Donc, c'est vous qui avez évalué les équipes, qui avez également prévu des audits en interne. Vous avez briefé et c'est vrai que vous aviez en plus eu ces premières alertes quand même qui avaient montré qu'il y avait quelques dysfonctionnements et qui vous ont invité à mettre en place de nouvelles actions. Et du coup, une fois que vous avez mis tout ça en place, l'audit est arrivé. Et du coup, comment ça a été vécu pour vous, pour les équipes en fait? Comment est-ce qu'elles ont vécu tout ça, vos équipes? Alors là, ça n'a pas été la partie la plus rigolote. On a fait le plein de café, hein, pour ne rien vous cacher. Donc, ça a été une période un petit peu difficile au début parce que c'est vrai on sait qu'on va être évalué. Donc, c'est une période un petit peu stressante. On se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce qu'on a bien vérifié tous les points du référentiel? Est-ce qu'on va bien valider tous ces points-là? Après, au moment où on sait que le client mystère va être dans le coin, ben, en fait, on suspecte tout le monde. Hein, à la clé, dès qu'il y en a quelqu'un qui rentre, bon, alors ça y est, c'est lui. Donc, on essaye de vraiment faire le maximum auprès de chaque personne. Voilà, donc c'est une période vraiment stressante parce qu'on se dit, est-ce que, voilà, avec le stress généré dans toute l'équipe, est-ce qu'on va arriver à bien faire? Est-ce que sur le moment, on ne va pas un peu perdre nos moyens et puis bafouiller, oublier de poser les questions et puis finalement, voilà, le regretter un petit peu après? Et voilà, aussi, on se dit, est-ce qu'on va arriver à prouver finalement tout le travail qu'on a fait en amont sur un seul client, quoi. C'est ça qui est difficile et un petit peu frustrant aussi, c'est qu'on se dit, voilà, on est peut-être assez bon toute l'année, on a l'impression que nos clients sont contents, et peut-être que sur celui-là, ben, on va pas poser les bonnes questions ou on va pas creuser assez dans le questionnement et l'offre qu'on va lui proposer correspondra pas tout à fait à ce qu'il aurait attendu. Donc voilà, c'est toujours la question du one shot. Voilà, c'est toujours un petit peu aléatoire. Et est-ce que vous avez aidé les équipes à être un peu moins stressées, un peu moins dans l'inquiétude, un peu moins dans l'angoisse? On a été beaucoup dans l'accompagnement, en fait. C'est vrai que Carole, anciennement responsable du coût du service, mais également Nathalie, coordinatrice, ou moi-même, on est très axé sur un management de proximité. Donc, l'équipe, on attend en fait à ce que l'équipe nous fasse remonter aussi des idées d'amélioration ou en tout cas propres à notre fonctionnement en interne sur la qualité. On ne souhaite pas en fait que la qualité ce soit uniquement les référents. Chacun est acteur en fait de la qualité et en tout cas on essaye d'impulser cette dynamique-là. Voilà, donc on était axé quand même sur la bienveillance. C'est la base quand même de notre service. On a un service quand même qui est très soudé, on est très sur l'opérationnel comme tous les services d'accueil. Hein. Donc on est sur effectivement la bienveillance tout en ayant effectivement cette démarche qualité. On a mis en place une charte qualité. Dans les entretiens individuels, c'est bien notifié, avec des objectifs aussi d'indicateurs chiffrés par rapport à la qualité de service du call center, etc. Donc, en tout après, cas, c'était bien aussi de rassurer tout le monde et de dire, voilà, toute l'année, vous faites bien. Il n'y a pas de raison qu'avec ce client-là, ça se passe mal. Vous faites comme d'habitude. Vous essayez d'oublier que c'est un client mystère et vous faites naturellement comme vous l'auriez fait avec n'importe quel client. Donc ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important de le rappeler le moment venu. Ouais. On a confiance en l'équipe, au confort de l'équipe. En fait, on sait qu'on fait du travail, qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on est dans cette démarche de progrès en fait, continue. La difficulté, c'est de maintenir, malgré des ressources limitées par moment. On essaye en tout cas, mais l'objectif, il est là et les clients, la majorité en tout cas, sont satisfaits. C'est ce qui nous fait plaisir. C'est d'avoir des retours de clients. Voilà. Peu importe, quand un client va revenir, va ramener un cadeau à un conseiller en séjour, le fait qu'on ait des retours de plus en plus au niveau du call center, ça nous montre qu'on est dans une bonne démarche en tout cas. Super. Après, pardon, il est important aussi de dire que du coup, Véronique et Élodie ont beaucoup rappelé les équipes. Elles ont, elles, joué leur rôle de temporisation. Mais nous, il faut être honnête aussi, nous nous sommes aperçus que la démarche qualité n'était pas forcément bien comprise. C'est-à-dire les implications, c'est-à-dire les retours, c'est-à-dire ce que peut impliquer une réponse qui est approximative. Il faut être aussi logique, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un travail aussi de pédagogie d'équipe, expliquer concrètement ce qu'est la démarche qualité.
Non, ce n'est pas que de la sanction, non, ce n'est pas un audit, non, c'est vraiment l'amour de son travail et les retours. On a énormément de satisfaction, mais très très peu de réclamations. Et c'est ces satisfactions qui prouvent que les efforts qu'il faut faire sont avérés, si j'ose dire. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail de pédagogie dans les équipes pour comprendre à quoi mène une démarche qualité. Donc, beaucoup de management de proximité, pédagogie, c'est important ce que vous soulignez quand même. Hein, la démarche qualité, on en parle souvent, c'est transversal, mais que demain, la réussite aussi, c'est l'accompagnement et le temps de management que l'on a à accorder pour accompagner, former, rassurer. Donc, c'est vrai que ça, c'est essentiel de bien le mettre aussi en avant parce que les équipes en ont aussi besoin. Hein. Et du coup, donc vous avez passé quand même votre audit, malgré ce stress, cette inquiétude et les litres de café que vous avez absorbés. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez retiré finalement de cette expérience un peu d'audit? Le retour d'expérience, on a axé en fait sur 3 axes prioritaires. On avait conscience hein, forcément de certaines choses, mais on a priorisé. Donc, effectivement, on a travaillé sur la stratégie d'accueil téléphonique, on va même dire du coup la stratégie d'accueil numérique. On avait un discours positif sur l'accueil physique, en fait, qui ne ressortait pas sur l'écrit, notamment lors du premier audit, sur la première partie. Donc, on a travaillé, Nathalie a énormément travaillé avec l'équipe, avec moi-même, enfin avec l'ensemble, sur des modèles courrier type Tourin Soft, pour faciliter aussi l'équipe avec voilà, un discours positif, mais aussi démarquer voilà, Toulouse. C'est cette destination que vous devez venir à Toulouse. En fait. Il fallait que ça ressorte, que notre discours positif, en tout cas, ressorte à l'écrit et que l'équipe, surtout, puisse ajuster et personnaliser dans ces modèles-là. Voilà, ça a été l'un des points clés. On a effectivement un autre point problématique, mais qui est plus difficile à gérer, puisque c'est effectivement un phénomène de société. Hein. Donc, c'est la propreté, la sécurité autour de l'office de tourisme qui sont améliorées. Donc là, effectivement, je me suis servi, sincèrement, pour ne pas vous cacher, hein, des retours de tests d'audit interne et surtout d'audit externe sur certains critères pour déclencher des réunions auprès de la municipalité, mais également des services de Toulouse Métropole, de la police nationale, de la police municipale, afin de travailler effectivement tous ensemble sur ces axes-là prioritaires autour de l'office de tourisme. D'accord. C'est en cours, c'est un long travail, il ne faut pas lâcher. On le fait collectivement et on remonte. Sur le 3e axe, donc accueillir et informer, qui est la base quand même de notre secteur. Donc, on avait effectivement passé le questionnement client et une tendance aussi par rapport au flux et aux contraintes de ressources sur l'accueil, un certain pilotage automatique. Donc, attention au point de vigilance sur ces automatismes-là. Donc, on a mis en place effectivement un top des questions à poser aux visiteurs, un top 4 et avec 2 questions en supplément, qui sont par exemple première fois, donc c'est un petit peu humoristique. Hein. Première fois, est-ce que vous venez pour la première fois à Toulouse? C'est avec des mots-clés. Avec qui? Donc, vous êtes avec des enfants, quel âge ont-ils? Bon, etc. Et ça, c'était pour l'équipe. Donc, c'est un petit modèle qu'on a mis en place dans le process de formation des nouveaux arrivants, mais également pour les permanents, qui est affiché en fait, en back-office et au call center, notamment. Donc, ça, c'est l'un des axes qu'on a mis en place. On a mis en place aussi une vidéo de présentation pour les nouveaux arrivants, qu'ils soient stagiaires, saisonniers, sur la présentation du métier de conseiller en séjour sur l'office de tourisme. Et puis ensuite, donc ce questionnement-là aboutissait aussi à un non-élargissement sur les offres de la destination. Puisqu'on ne questionnait pas, on ne questionnait pas suffisamment, on ne connaissait pas forcément toutes les attentes du client pour y répondre. Donc, il y a eu un rappel de ces règles à l'ensemble de l'équipe. On a mis en place effectivement un échantillonnage plus poussé, en interne mais également externe. Et puis, on a travaillé sur aussi une meilleure connaissance des prestations.
Donc, la carte, effectivement, d'accès aux principaux sites pour les conseillers en séjour, qui était déjà d'actualité, mais qui a été rappelée, mise à jour. Et puis ensuite, on a mis en place effectivement des petits déj partenaires, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'en amont de la saison, les partenaires viennent à l'office de tourisme, vont présenter leurs animations, leurs points forts, leurs nouveautés en fait, d'activité, puisque ça fait partie, effectivement, on a tout un process commercial qui est important et qui monte sur l'accueil. Donc, c'était essentiel de le mettre en place. Voilà. Donc, beaucoup de choses, en effet. Je m'excuse, Florian, c'est intéressant en plus, mais je pense que tout le monde est effectivement fort intéressé par tous ces éléments mis en place. En tout cas, on voit que vous avez pu profiter de cet audit pour développer de nouveaux axes de travail et de formation. Simplement pour conclure, peut-être que vous avez quelques conseils à formuler aux offices Les pour conseils, effectivement on l'a déjà dit, hein, le premier, c'est se mettre toujours à la place du client. Voilà, on est dans une optique de fidélisation et puis sous-jacente aussi de consommation du territoire. Donc, clairement, c'est correspondre aux attentes de ces clients-là. Mettre en place aussi un plan d'action avec un dispatch par ordre de priorité. On ne peut pas tout faire au même moment, donc on va le faire sur 3-4 ans. Voilà, et on le fait effectivement collectivement. Donc ça, c'est l'un des points principaux. Et puis ensuite, c'est aussi être soutenu par sa direction, la garder impliquée sur la thématique qualité, parce que si la direction ne suit pas, clairement, on ne pourra pas mettre en place certains process. Il faut rassurer l'équipe, être sur ce management-là de qualité, d'excellence. Et ensuite, la formation et le management. Voilà. C'est en effet une très belle conclusion. Hein. Tout le monde a pu lire effectivement tous les bons conseils que vous formulez. En attendant, on voit qu'ils sont quand même tous bien axés aussi sur l'humain. Et en effet, rassurez vos équipes. L'audit est là pour vous améliorer et certainement pas pour vous punir. Donc, en effet, c'est très important de le souligner. Merci beaucoup à l'Office de tourisme de Toulouse, Carole, Nathalie et Florian. C'était vraiment très constructif ce retour. Et je vous propose tout de suite de continuer avec l'Office de tourisme de Nîmes, avec Nathalie les derniers. Donc, je vais également vous repartager tout de suite la petite partie. Nathalie, je t'invite effectivement peut-être à nous faire la présentation, en effet, déjà un peu de la destination Nîmes. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis accompagnée d'Annick, qui elle aussi travaille et œuvre pour la qualité au sein de l'Office. Donc, eh bien, on va vous faire un petit récap donc, de l'Office de tourisme de Nîmes au niveau de la qualité. Donc, l'Office de tourisme des congrès a obtenu la marque qualité en 2011 et puis a successivement réalisé et renouvelé la marque de 2015 à 2019. Donc, pour vous présenter un petit peu le territoire, je vous ai rapidement fait ce petit slide. Donc, en juillet 2016, la SPL Agathe s'est vue confier donc l'Office de tourisme qui a anciennement été une association. Donc, il y a déjà eu un impact au niveau de l'organisation, etc. Et puis, au 1er mai 2021, veille de l'audit ministère, la SPL a également intégré l'Office de tourisme de la métropole avec un bureau d'accueil situé sur Saint-Gilles. Donc, actuellement, l'Office de tourisme de Nîmes a un territoire de compétence de 39 communes. Donc, comme vous pouvez le découvrir. Donc, sur la démarche qualité, bien sûr, comme tout le monde, on a suivi AFNOR et puis successivement renouvelé avec la qualité touristique. Voilà. Donc, notre premier audit client mystère s'est déroulé le 26 juin. Initialement, il était prévu au mois d'avril, mais nous étions fermés. Ah, Nathalie, on vous a perdu. Je vous explique. On vous avait perdu, Nathalie, pardonnez-moi. Dans votre audit, bon, c'est revenu ? Ça y est, c'est revenu, oui. Ouais. Tout à fait. Donc, on est rentré directement dans le vif du sujet. Donc, le premier audit client mystère qui était prévu initialement en avril, mais comme l'Office de tourisme était fermé, il y avait du chômage partiel, etc. On l'a tous vécu. Il a été reporté sur juin et donc le 25 juin, nous avons eu malheureusement un taux de conformité non atteint avec des critères non rattrapables. J'insiste sur le non rattrapable. Voilà. Donc, on s'est vu avec une marque suspendue
l'étude de notre cas lors de la commission avec ADN et la DGE en début août et obligation de repasser un audit client mystère. Donc, double stress. Déjà, ça avait été un petit peu lourd. On a pris une douche froide. Et donc, le deuxième audit client mystère qui s'est déroulé, bien sûr, le 23 septembre avec un taux de conformité plutôt très satisfaisant, on va dire. Voilà un petit peu pour vous planter le décor. Donc, on vous a mis un petit peu en bas. En effet, on a un standard unique. Nous aussi, stratégie accueil téléphonique, standard unique, ouvert 363 jours par an. Et 2 bureaux d'accueil avec le nombre de jours d'ouverture et les horaires. Voilà un petit peu pour planter le décor. Et on voit effectivement un petit peu votre organisation, mais du coup, Nathalie, comment ça s'est passé? Comment vous avez finalement, donc 79%, marque suspendue, comment est-ce qu'on rebondit? Comment est-ce que vous avez préparé le renouvellement et finalement, est-ce que cet échec a été si difficile à vivre? Oui, alors aussi, l'échec a été très difficile à vivre parce que, comme vous le savez, pour des offices de tourisme comme Toulouse, qui sont stations classées, il y a des enjeux qui sont très importants. Il y va de la pérennité de nos activités. Nous travaillons avec des collectivités qui financent nos structures pour que nous œuvrions sur le développement économique. Donc, vous pouvez très bien vous dire que la pression, elle était très haute, très forte, parce que la perte de la qualité, on perd la station classée, tout ce qui va avec. Donc, on s'est pris une douche froide. On a eu très, très peu de temps pour rebondir. Donc, déjà, on a repris complètement, même dès qu'on a eu un taux qui n'était pas conforme, on a essayé de redresser la barre, on a repris tous les petits points d'achoppement. Bon, on va en parler, je vous dirai à petit peu près où est-ce qu'il y avait des points de blocage. Mais le plus important quand même, malheureusement, c'était sur nos méthodes d'accueil. On voit la difficulté, malgré, on a fait comme l'équipe de Toulouse, de l'accompagnement. C'était surtout ma collègue Marie-Pierre avant, que vous connaissez tous, qui est partie à la retraite, qui vous salue. Et donc, un accompagnement des points d'alerte. On a aussi vécu, on a participé aux audits croisés blancs organisés par le CRT avec les équipes de Véronique, avec notre relais départemental avec Siam pour se tester, bien sûr de la bienveillance, rappel des web calls, tous les nouveaux process d'accueil client, mais on s'est aperçu qu'on n'était quand même pas au top là-dessus. Et je rejoins Florian, le questionnement, déjà l'écoute active, alors en général, ça va, mais le questionnement est de ce fait, sans questionnement sans questionnement optimal, si je peux dire, automatiquement, il n'y a pas d'ouverture et ça bloque. Et tout l'audit, quand même, porte beaucoup aussi sur ce point-là. Et nous, ça a été notre faiblesse, on va dire. Donc, on s'est pris quand même une douche froide parce que malgré les alertes en amont, malgré la préparation qui a duré d'octobre 2020 jusqu'à fin mai, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, il y a eu des réunions qualité, avec la programmation, on a annoncé les audits, qu'est-ce qui allait arriver, etc. On a suivi les webcalls, on a sensibilisé en interne, on a suivi les audits clients mystères pour nous permettre Alors déjà, le fait d'être auditeur, à un moment donné, ça fait du bien aussi, parce qu'on se prend conscience au travers des collègues de ce qui est attendu, mais aussi, après, on a eu le débrief sur nos façons d'accueillir au téléphone, etc. Et là, on savait déjà il fallait qu'on évolue, qu'on s'améliore, mais on ne pensait pas à ce niveau-là. Donc, même pour les conseillers en séjour, ça a été très dur parce que quelque part, avant, en préparation, honnêtement, il y avait du bon stress. On était quand même stressés, mais confiants. L'audit est tombé, grosse surprise, l'étonnement, colère, stress. On y a été sur toute la palette émotionnelle, si on peut dire. Et après, bien sûr, il y a eu une émulation, de la réflexion. On s'est aperçu aussi qu'on a été puisé dans nos ressources pour voir où est-ce qu'on pouvait encore
comment déverrouiller certains points. Donc, il y a eu un gros travail de fait sur le standard, sur l'accueil téléphonique, prise de conscience, parce qu'avec le flux aussi en accueil physique, d'avoir certainement, on va essayer même de le pérenniser, d'avoir un pré-accueil pour arriver, parce qu'il y a la billetterie, il y a la boutique, il y a le conseil. On a un standard, on a une cellule standard téléphonique qu'on essaie au maximum en été, au moins qu'il y ait quand même un conseiller en séjour pour pouvoir justement laisser les personnes, enfin le personnel qui est en accueil physique beaucoup plus serein, ne pas avoir tout en simultané parce qu'on ne peut pas travailler en confort et répondre correctement aux clients. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, après, on a mis les bouchées doubles, honnêtement. On avait très peu de temps. Ça a été quand même de la pression parce que on n'avait pas le choix que de réussir. Donc, tout ce qui a pu être levé, il y a eu toutes les équipes, parce qu'on parle de l'accueil, c'est vrai, c'est essentiel, mais il y a eu toutes les équipes qui se sont mobilisées en interne. Tous les services web, parce qu'il fallait qu'on améliore aussi sur le volet durable, sur un tas de choses. En même temps, toute l'équipe s'est mobilisée pour réussir l'audit, quoi. Donc déjà, c'était très, comment dire, très stimulant. L'équipe accueil a pris conscience, a fait son maximum. Vous voyez des auditeurs mystères tous les jours, à toutes les heures. Après, ce qui a été un peu difficile, c'est qu'on était tellement dans le stress d'obtenir. C'est vrai qu'on avait demandé, notre relais territorial nous avait testé. Et à la fin, les tests, ça passait plus, quoi. C'était vu un peu, c'était difficile. Mais malheureusement, il n'y a qu'à travers les tests qu'on peut se rendre compte et qu'on peut essayer de décortiquer là où le bas blesse, en fait. Parce que c'est vrai que je partage ce que les collègues ont dit, on discute avec les collègues, les conseillers en séjour. Enfin là, je ne sais pas, au niveau du PowerPoint, on ne les voit pas, tous les collègues. Si tu peux les… Et donc, ça a été générateur de stress, mais on essaie d'expliquer que ce n'était pas un jugement, c'était pour s'améliorer, que ce sont des conditions normales quand on reçoit un client, mais c'est difficile. On est encore, je pense que c'est très très dur sur le volet, en fait, c'est tout le management et tout le temps qu'il nous faudrait de dédier pour pouvoir accompagner individuellement et améliorer, gommer un petit peu les façons de faire. C'est pas facile. Mais finalement, Nathalie, est-ce qu'on peut quand même résumer que malgré effectivement un premier audit non satisfaisant, est-ce qu'on peut identifier que ça a plutôt été une réussite pour aller vers le second, justement par rapport à la mise en œuvre en un si court temps de toutes ces actions qui étaient finalement un petit peu en attente chez vous et qui ont permis aussi d'être débloquées avec un engagement peut-être aussi plus engagé de la part des autres membres justement de l'Office de tourisme. Et peut-être aussi conclure un peu là-dessus, c'est que oui, on peut aussi à un moment donné louper la marche, voilà, mais que c'est pas pour autant que c'est complètement négatif, bien au contraire. Et vous en êtes, je pense, un peu une image claire aujourd'hui, c'est que quand même vous terminez un audit à 98, pardonnez-moi, j'ai omis 64. Donc, pratiquement 99%, parce qu'en l'espace de quelques mois, vous avez aussi, un peu sous la pression, certes, mais pu mettre en place beaucoup d'actions correctives et une prise de conscience collective. Donc, je me permets juste de rebondir par rapport à tous les auditeurs, c'est de dire, les auditeurs de la webcam, j'entends, c'est que parfois, un échec, finalement, c'est pour avoir une magnifique réussite collective. Et vous en êtes, je pense, quand même vraiment la preuve. Donc, pour conclure et puis pour qu'on puisse un peu passer sur la dernière partie, est-ce que vous auriez des conseils à formuler aux offices ou aux futurs audités, justement? Après, j'ai un problème de connexion. Oui. J'ai un problème de connexion. On vous entend à nouveau, Nathalie. Je disais simplement, est-ce que vous auriez, pour conclure, voilà, un conseil peut-être à formuler à vos collègues Office de tourisme qui vous écoutent aujourd'hui? Donc, il y a eu bien sûr une grande fierté à avoir réussi haut la main, mais quand même
un stress parce que c'est quand même un score assez haut et se dire de maintenir le cap, c'est quand même chaud, il faut rester humble. Voilà. Non, mais ça a fait beaucoup de bien aux équipes, tout le monde était rassuré. Je vais vous donner les conseils, mais j'aurai un petit mot quand même à la fin à dire sur une vigilance. Donc, bien, pour notre part, hein, c'est de ne pas oublier que les conseillers en séjour, ce sont ceux qui sont sur le terrain tous les jours, qui veillent à notre image, à tout le travail, ça c'est très très important. Ne rien considérer comme acquis, rester vigilant, penser client et avoir conscience que le management est un facteur important, voire déterminant, quand il est question de savoir-être et de savoir-faire. Et qu'il faut bien sûr du temps de dédier pour accompagner ces équipes. Voilà. Donc, on leur demande beaucoup. Nous, en tant que garant de la qualité, si on peut se permettre on se doit aussi d'avoir du temps pour pouvoir, parce qu'on a des métiers on est très polyvalents, tous, à tous les niveaux. Et donc, d'avoir du temps pour l'échange, pour l'écoute, pour comprendre où sont les freins, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Parce que, voilà, ça, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, puisque dernièrement, on a encore fait un petit test et on s'aperçoit, malgré ce, même avec des très, très bonnes notes, comme le disait Florian, c'est des fois l'audit, c'est un seul appel qui remet tout en cause, ou je crois que c'était Carole qui le disait. Donc, ça peut être très décevant. Mais c'est un travail de longue haleine et on a bien pris conscience. Là, on va même nous aussi entamer certainement un petit accompagnement pour rester vigilant et continuer pour y arriver et passer ce cap. Alors, c'est vrai que la barre est haute. L'audit mystère, c'est tout nouveau. Il faut quand même le souligner aussi, hein, parce qu'on n'était pas du tout dans cette dynamique-là. C'est vécu un peu difficilement, mais à mon sens, c'est ce qu'il faut si on veut avoir un retour sur notre métier et la satisfaction du client. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Un point de vigilance pour conclure, mais malgré tout aussi de très bons conseils. Une fois de plus, le management revient quand même dans les conseils à formuler, l'accompagnement des équipes, la valorisation des équipes qui sont sur le terrain. Merci infiniment Nathalie. Merci Annick aussi d'avoir été avec nous. Et je vous propose justement, en parlant de l'humain, en parlant du traitement de la demande, en parlant de l'information que l'on a vis-à-vis de nos clients, d'aller effectivement donc vers Monsieur Christophe Chalvidal, donc, qui est le directeur d'un très bel hôtel donc, sur Nîmes. Je pense que Nathalie le connaît, l'a déjà visité bien évidemment. Hop. Alors en effet, il y a des petites photos, pardonnez-moi, je ne les avais pas mises. En effet, Nathalie, pardon. Allez, nous allons aller sur la maison Albar Hôtel, donc l'Impérator. Vous voyez effectivement la devanture de l'hôtel pour parler d'un métier qui quand même se rapproche fortement du métier de conseiller en séjour, qui est le métier de concierge. Donc, bonjour Monsieur Chalvidal, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement peut-être de ce métier de concierge aujourd'hui au sein de l'hôtel? Bien sûr, merci déjà pour l'invitation, je suis très ravi et honoré d'être parmi vous ce matin. Et je voulais aussi dire une petite parenthèse que je partage également cette vie d'audit, cette pression au quotidien que je trouve ça c'est plutôt assez positif, assez encourageant. C'est catalyseur et extrêmement important pour les équipes. Nous, à notre niveau, nous sommes audités sur de l'hébergement, sur de l'hôtellerie. On est labellisé Leading Hotel. Et on a droit à notre audit mystère annuel qui est celui qu'on prépare et qu'on attend avec beaucoup d'inquiétude puisque c'est un audit qui fait quasi 200 pages. Tous les services sont testés, de la prise de réservation à l'accueil, au voiturier, au petit déjeuner, au room service, à la salle de fitness, etc. C'est un audit qui a un vrai impact et qui est une vraie baseline. Je l'ai entendu, le management, c'est une vraie baseline et un vrai outil pour motiver, encourager, accompagner nos équipes. Et l'un des plus gros audits qui se tourne plutôt sur la partie restauration, c'est naturellement pour nous le guide Michelin qui sort dans peu de temps, qui est l'audit dans toute sa splendeur, où là, malheureusement, peu ou pas de feedback, puisqu'on ne découvre qu'à la sortie du guide ce qu'il en est. On repère de temps en temps l'inspecteur, et c'est une vraie pression, mais je trouve que cette pression, elle est extrêmement positive, elle nous motive.
et elle nous encourage, et c'est là l'essentiel. Je reviens au thème de mon intervention, qui est la conciergerie. Cette conciergerie qui est extrêmement importante aujourd'hui. On parle d'expérience client. C'est un petit peu le verbatim qui est sur toutes les lèvres en ce moment, cette fameuse expérience client. Comment faire vivre à nos clients un moment qui soit un petit peu différent, différenciant de ce qu'on a l'habitude de vivre. C'est un petit peu dans l'air du temps. On est à la recherche de nouveaux moments, on est à la recherche de nouvelles relations professionnelles et humaines. Et ce rôle de concierge est extrêmement important, mais il est finalement juste très naturel, ce rôle de concierge. Et on peut le retrouver. On est tous concierges finalement. Du moment qu'on est commerçant, du moment qu'on est en lien direct avec un public, on se doit d'être concierge, on se doit d'être bienveillant, on se doit d'être innovant, on se doit d'être créatif. Et c'est tout là le rôle du concierge. En quelques lignes, qu'est-ce qu'un concierge? J'ai répondu rapidement aux questions qui m'avaient été posées. Et pour moi, le terme, la définition du concierge, c'est un facilitateur. C'est quelqu'un qui vient aider, accompagner, trouver des solutions à des questions qui sont peut-être réfléchies en amont, mais de moins en moins, on s'en aperçoit. Un client qui arrive chez nous, on vient le récupérer à la gare de Nîmes, il arrive de Paris ou il arrive de Marseille en avion. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire chez nous parce que dans notre prestation, on a affaire à des CSP+, qui sont omniprésents dans leur vie professionnelle. Ils n'ont pas toujours le temps de réfléchir en amont ou faire les recherches nécessaires. Et donc, ce concierge, c'est lui qui va trouver ces idées-là et qui va pouvoir canvasser, écrire, imaginer un scénario pour le séjour de nos clients, à la fois dans l'hôtel, mais également dans la destination dans laquelle ils se rendent. On a des clients qui sont très captifs, ils profitent des prestations de l'établissement, la restauration, le bien-être, la piscine, etc. Et nous avons une part des clients qui sont sur des moyens ou longs séjours, qui vont profiter de la destination à petite distance, moyenne distance, longue distance. Si on parle de Nîmes, c'est Nîmes intramuros, moyenne distance, c'est le Gard, et longue distance, c'est la région, avec potentiellement des périples en dehors de nos frontières, mais peut-être pour une destination de suite de vacances. On peut commencer à Nîmes pour ensuite aller à Perpignan et ensuite aller à Carcassonne et ensuite aller ailleurs. Un concierge, c'est également le lien entre l'hôtel et la destination. C'est lui qui va récolter les demandes et les désirs du client et lui écrire une histoire dans la destination. Le musée de la Romanité pour Nîmes, les Halles, si c'est un client qui est plus épicurien, la Camargue, la Provence, etc. C'est un créateur d'expérience, le concierge. Et je reviens au mot expérience. Je suis client aujourd'hui, je suis visiteur, j'ai envie de vivre quelque chose de différent. J'ai envie qu'on me fasse découvrir quelque chose que personne ne sait découvrir, ou que personne n'a découvert avant, avoir ce sentiment d'être un petit peu unique. Et c'est ce qu'on recherche. Et j'ai eu cette expérience d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur une destination parisienne, à Versailles, où et je suis en train de créer pour l'Imperator, où j'ai pu, dans le cadre d'un séjour d'un hôtel 5 étoiles, profiter de Versailles en privé. Voilà. Ça fait partie d'une réelle expérience. Et je trouve qu'aujourd'hui, à notre niveau, on doit offrir à nos clients quelque chose qui est assez unique, assez rare, sans que ce soit coûteux, mais ce sentiment de pouvoir boire un apéritif, voir le coucher du soleil à la Tourmagne, être sur le haut du musée de la Romanité ou dans les arènes et profiter de quelque chose un peu exclusif, où le sentiment se trouve un peu seul. On s'aperçoit que, eu égard à l'événement post-Covid, nos clients n'ont plus envie ne cherchent plus cette proximité. Ils ont besoin d'être un peu seuls. Ils fuient un petit peu les regroupements et ont envie de vivre quelque chose un petit peu plus solitaire. Le concierge, c'est quelqu'un qui a également vocation à émerveiller les clients. Et on revient sur cette notion d'expérience. Quelles sont les qualités du concierge? C'est naturellement maîtriser sur le bout des ongles son produit. Notre produit, c'est notre hôtel, notre restauration, Pierre Gagnère, le spa, le bien-être, les massages, etc. Quelqu'un qui connaît la maison sous le bout des doigts.
mais qui connaît bien sûr et obligatoirement la destination, la ville de Nîmes, le département, pour qu'en quelques secondes, au travers d'un court échange, il puisse identifier que le client il a la volonté d'aller en Camargue aujourd'hui. Il a la volonté de rester à Nîmes aujourd'hui. Il a le souhait de visiter avec ses enfants la destination du Pont du Gard. Donc ça, c'est quelque chose qu'il doit maîtriser sur le bout des doigts. On essaye d'éviter je pose une question, je vais sur Internet et je reviens avec une réponse. Pour moi, la relation conciergerie, elle se fait du tac au tac. Ça veut dire qu'un client, il est sur un échange, ça ne prend pas 15 heures, c'est spontané, on répond immédiatement, instantanément sur une destination, un lieu sympa, un endroit pour pique-niquer, un endroit pour boire un apéritif, un endroit pour manger un morceau en famille, entre amis ou autre. C'est une réponse à son besoin, quoi. Clairement, on identifie bien son besoin et on sait y répondre. Hein. Ça fait partie des qualités naturellement du concierge, c'est cette écoute, cette capacité à entendre, à identifier, à analyser, à avoir une préparation. Nous, on a un travail de conciergerie qui se prépare un peu en amont. Ça veut dire que quand nos clients arrivent, on les a déjà identifiés, on connaît l'âge des enfants, on connaît le prénom des enfants, on connaît la nationalité, on sait d'où ils sont, on connaît la durée du séjour. Et donc, on est un petit peu, le géo du Club Med finalement. Ça veut dire que ce n'est plus le client qui vient à la conciergerie pour nous solliciter, c'est nous qui croisons de manière spontanée, presque impromptue. On croise le client dans le lobby au petit déjeuner. Tiens, la famille Durand, c'est quoi le programme aujourd'hui? J'avais imaginé ça pour vous. Hein, on est plutôt en push plutôt qu'en réceptif. Ça veut dire que pour moi, le métier de concierge, ce n'est plus un desk où on attend et le client vient nous voir. C'est plutôt l'inverse. On va au devant du client et on échange. Tiens, hier, ça s'est bien passé. Et on rentre dans cette notion de confiance avec le client. Aujourd'hui, de quoi on a envie en qualité de consommateur, c'est d'être en confiance, d'être rassuré et de se dire, c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne qui a su identifier mes attentes, qui connaît mes besoins et je me livre à lui. Je me laisse faire. Il me dit d'aller au Pont du Gard aujourd'hui, je vais au Pont du Gard. Je lui fais confiance. Et je sais que dans cette initiative, il aura tout prévu. Il aura prévu le transport, il aura prévu le lieu pour manger, il aura prévu l'endroit pour faire le super selfie, il aura prévu l'endroit où je pourrai me rafraîchir, il aura prévu l'endroit où je pourrai tremper mes pieds avec mes enfants pour m'amuser, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui se prépare un peu en amont et on l'amène comme quelque chose un petit peu de dernière minute, mais qui a potentiellement été savamment imaginé au préalable. Les attentes clients, elles sont difficiles, les attentes clients aujourd'hui, parce qu'elles sont last minute, comme je le disais. Les gens qui arrivent chez nous aiment de plus en plus le packager. Ça veut dire que j'ai quelque chose d'écrit, le scénario, il est presque préparé en amont et on a une clientèle qui se laisse faire et qui va s'adapter avec tous les aléas du quotidien. La météo, il fait beau, on a envie d'aller à la mer, mais il fait gris comme aujourd'hui, on va aller au musée de la Romanité. Et c'est à nous aussi de pouvoir nous adapter, de pouvoir coordonner tout ça. Et par rapport à la destination, pour vous, quel est le rôle du concierge un petit peu justement sur le territoire, hein? Eh ben, c'est de naturellement partager trésor patrimoine que l'on peut avoir. Et on le sait tous, on a une destination, nous, le Gard, et je reste un peu cloisonné au Gard, parce que c'est tellement riche entre le Pont du Gard, la ville de Nîmes, la Camargue, les Cévennes. On a déjà de quoi occuper nos clients sur quelques jours. Alors certains nous interrogent bien sûr sur des destinations un peu plus lointaines, type Carcassonne, type bien sûr l'Hérault, mais on essaie de rester un petit peu cantonné pour éviter les allers-retours, parce que à côté de ça, nous sommes commerçants et le plus de temps ils passent à l'extérieur, le moins ils en passent chez moi. Donc, j'ai aussi vocation à ce qu'ils passent un peu de temps, qu'ils dépensent un peu d'euros dans mon hôtel. Le moins ils vont loin, le mieux ils peuvent profiter du spa quand ils reviennent chez nous. Vous avez raison. Mais l'objectif, oui, c'est d'être extrêmement, extrêmement brillant et à la hauteur sur la connaissance de la destination.
de tout ce qu'on peut faire et on s'aperçoit qu'on le fait de plus en plus. On a de nombreux clients qui nous demandent des visites en privé de la ville de Nîmes. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus et qu'on propose automatiquement aujourd'hui. Et que ce soit d'ailleurs de la clientèle loisir comme de la clientèle corporate. Parce que la clientèle corporate, c'est elle qui est le plus exigeante en termes de services de conciergerie. Aujourd'hui, on a cette clientèle-là, du petit COMEX, du petit CODIR, qui nous demande, on veut un clé en main. On travaille le matin, on mange à midi, l'après-midi, on veut quelque chose d'un petit peu original, sportif, dynamique, gastronomique, culturel. Et le soir, on veut terminer par un très bon repas à la table de Pierre Gagnère. Et ça, c'est un vrai travail de conciergerie, cousu main. Voilà. On essaie de travailler dans un discours individuel, très à l'écoute et assez précis finalement. Chacun des cas. Merci infiniment pour ce tour d'horizon du métier de conciergerie qui, je pense, pour chacun d'entre vous, a quand même fait écho au métier de conseiller en séjour. Je trouve que M. Chalvidal a mis des mots très intéressants, peut-être même à dupliquer dans vos structures, la notion d'écrire une histoire pour le client, d'être créateur d'expérience. On voit bien, même si, bien sûr, la clientèle est un petit peu plus captive, bien sûr, sur la partie de l'hôtellerie. Il n'empêche que même dans le métier de conseiller en séjour, on se doit aujourd'hui d'aller quand même au-delà de la simple information et vraiment écrire cette histoire, créer quelque chose pour le client d'assez identitaire, d'assez spécifique, cette notion aussi d'être seul à découvrir, d'être un peu unique. Et c'est aussi ce qui va faire que le client va être encore plus engagé, alors bien sûr, vis-à-vis de l'hôtellerie, parce que le concierge va créer aussi quelque part cette âme et cette confiance, mais aussi, pourquoi pas, dans les offices de tourisme. Notons aussi la notion de proactivité, que le client, quand il vient à l'hôtellerie vers le concierge, il n'attend pas à aller vers le concierge derrière un desk, mais plutôt l'inverse, cette notion d'écoute, que ce soit finalement le concierge qui aille vers le client spontanément, engage la conversation, soit proactif dans ses propositions. C'est aussi ce sur quoi on doit travailler dans les métiers effectivement de conseil, d'information dans un office de tourisme, même si en amont on n'a pas toutes les informations, qui il est, quel sont l'âge des enfants, peut-être ses habitudes. Il n'empêche là aussi, et on l'a vu, que par une bonne exploration, on peut aussi avoir rapidement accès à ces informations du client et pouvoir lui faire des propositions sur la destination qui sont très attractives. Et on a bien senti aussi que M. Chalvidal aimait sa destination, aimait son département. Il nous a fait aussi une belle présentation, effectivement, du cas. Merci infiniment. Alors, une question à M. Chalvidal. Comment faites-vous pour recruter vos concierges et quelle formation les concierges ont dans votre établissement? Question posée sur le fil de l'actu. Parce que vraiment, vous nous avez fait, entre guillemets, baver. Alors, merci. C'est une très bonne question. J'aimerais rebondir sur un autre point qui est complémentaire. Il ne faut pas oublier, et c'est très important, que aller au Pont du Gard, connaître les horaires d'entrée du musée de la Romanité, savoir ce qu'on trouve en Camargue, etc. N'importe qui, aujourd'hui, grâce à son téléphone, peut trouver cette information. Donc, à partir de là, du moment qu'on sait ça, on a conscience qu'on est obsolète, qu'on ne sera jamais meilleur que Google. Et que notre seule valeur ajoutée, c'est comment nous différencier de Google, finalement. Et nous différencier de Google, c'est de dire, oui, OK, au Pont du Gard, il y a ça, mais moi, aujourd'hui, j'ai ça à te proposer au Pont du Gard. Et ça, Google, il ne le dit pas. Voilà. C'est ça la vraie différence. C'est qu'aujourd'hui, un client, il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de connaître l'histoire de… On n'a pas besoin de lui réciter l'histoire du Pont du Gard ou l'histoire du musée de la Romanité ou l'histoire des horaires d'ouverture. Il le sait, il le trouve ça tout seul. Par contre, lui apporter cette valeur ajoutée, il n'y a que l'homme qui peut le faire parce qu'on aura ce travail de recherche. Et je profite comme lien sur la question posée sur comment recrute-t-on un concierge. C'est quelqu'un du local, obligatoirement. C'est quelqu'un du terroir. C'est un Nîmois, me concernant. C'est quelqu'un du Gard qui connaît sa destination par cœur, qui est amoureux de son pays, qui est capable de connaître les petits sentiers pour aller balader et avoir la meilleure prise de vue pour la super photo de coucher du soleil. C'est ça un concierge. La technique, elle s'acquiert. Donc,
Je n'ai pas de sujet. Techniquement, un concierge, il n'a pas besoin de savoir faire. Je n'attends pas d'une expérience dans des palaces parisiens ou ailleurs. Moi, je veux quelqu'un qui connaisse sa destination et qui ait surtout un savoir-être, un discours, un dialogue, une capacité à échanger avec nos clients juste voilà, à la hauteur d'un 5 étoiles. Mais pas de besoin de grande formation. Notre concierge, à nous, il n'est pas clé d'or, par exemple, qui est un diplôme bien particulier, entraîné par des concierges. Je n'en ai pas l'intérêt aujourd'hui. Je préfère avoir quelqu'un qui puisse indiquer le meilleur spot au bord de la mer à un de mes clients plutôt qu'un clé d'or final. Merci beaucoup. Avec plaisir. On arrive au terme de ce webcam. Véronique, je te laisse conclure. Eh bien, en tout cas, merci à tous les intervenants. Je suis ravie de ce format qui était un peu différent. Donc, à nouveau, votre participation à tous amène une réelle valeur ajoutée dans l'accompagnement qualité, comme je l'ai dit en propos introductif. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite. Je vous invite à poursuivre dans l'écoute et dans la participation de nos webcams. Donc, on se retrouve dans un mois à peu près pour le prochain webinaire qualité OT. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à très bientôt.